Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13h à Abidjan. Bonjour et bienvenue. Dans 2 ans, Abobo Avocatier aura son deuxième château d'eau, un nouvel ouvrage d'une capacité de 5000 m3. L'ancien, lui, sera réhabilité pour le bonheur de tous les habitants de la commune. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier à Abobo pour y procéder à la pose de la première pierre. C'est à suivre en tout début de journal. Bientôt les fêtes de fin d'année, un moment qui pourrait mettre à contribution les sapeurs-pompiers militaires. Le GSPM est donc dans la prévention. Le groupement vient de réaliser un exercice dénommé Plan Rouge, une opération de sauvetage pour apprécier sa réactivité. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. Abdelmajid Tebboune a été élu président d'Algérie dès le premier tour avec 58,15% des voix. Le scrutin de ce jeudi 12 décembre a été marqué par une abstention record. Il succédera au président Abdelaziz Bouteflika. Âgé de 74 ans, ce haut fonctionnaire de carrière a été plusieurs fois préfet et ministre. Il a été également premier ministre de l'ex-président en 2017. À son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée le 10 décembre 2019 contre un camp militaire dans la région d'Inates, près de la frontière avec le Mali, causant la mort de 71 soldats et faisant plusieurs blessés au sein des forces armées nigériennes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, exprimer ma profonde compassion et présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Niger, de même qu'aux familles endeuillées, mes condoléances les plus attristées. Je vous prie également de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et toute notre solidarité à l'ensemble des forces armées nigériennes dont je salue le courage et le dévouement dans la lutte que vous menez contre le terrorisme. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bientôt, un nouveau château d'eau à Abobo. C'est dans 24 mois exactement. D'un coût total de 14 milliards de francs CFA, il aura une capacité de 5000 m3 et viendra soulager définitivement les populations de la commune. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de procéder à la pose de la première pierre de l'ouvrage qui sera construit au quartier Avocatier. Les précisions de Kolo Coulibaly. Un nouveau château d'eau à Abobo à construire à Avocatier et la rénovation de l'existant, les deux d'une capacité totale de 10 000 m3. Le projet est assorti de l'extension du réseau de distribution, une autre preuve de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Aujourd'hui, grâce à votre action, l'eau est revenue à Biabou depuis plus de 10 ans. Biabou attendait l'eau et à Clotia. Et aujourd'hui, vous venez mettre un château d'eau à Abobo Avocatier qui va inonder tous les robinets d'Abobo en eau. Ce projet va impacter plus de 486 000 personnes dans 20 quartiers d'Abobo. Dans 24 mois, il n'aura plus de problème d'eau potable dans la commune. Ce sont la construction et l'équipement d'un château d'eau de 5000 m3 sur une tour de 30 mètres à Abobo Avocatier. À Avocatier, il existe déjà un château d'eau, mais ce château d'eau va être réhabilité. Ce qui fait que sur le même site, nous aurons 2 châteaux d'eau. Ceci dans le souci d'augmenter la capacité de stockage d'Abobo. Un financement de 14 milliards de francs CFA grâce à la reconversion de la dette Côte d'Ivoire-Espagne dans son volet eau potable. L'Espagne a proposé un financement concessionnel supplémentaire à la Côte d'Ivoire pour un montant de 18 milliards de francs CFA dans d'autres secteurs que nous espérons voir aboutir bientôt. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dévoilé la plaque, puis procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. La capacité de production de la ville d'Abidjan a presque doublé, atteignant aujourd'hui 640 000 m3 contre 350 000 m3 en 2011.
pour un besoin qui est estimé à 500 000 m3 jour. Abidjan dispose ainsi d'une quantité d'eau potable produite suffisante pour faire face aux besoins des populations. Le défi qui reste maintenant à relever, Monsieur le ministre, est celui de sa distribution dans tous les foyers de la ville d'Abidjan, notamment grâce à la réalisation des canalisations primaires, secondaires et tertiaires. Et je me réjouis que ce projet, en plus de la composante château d'eau, permettra par toutes les canalisations qui vont être exécutées de régler donc en partie cette problématique de desserte des foyers de la ville d'Abidjan en eau potable. Le Premier ministre a également annoncé la construction du CHU d'Abobo et d'un échangeur dans la commune. Les travaux démarrent l'année prochaine. Il faut sauver le lac Kossou. Ce lac de la région du Bélier se détériore au fil des ans. L'étude diligentée en vue d'élaborer un plan d'aménagement de cette retenue de barrage de plus de 900 km² vient de livrer ses résultats. Cet aménagement nécessite un budget prévisionnel évalué à environ 8 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Cheikh Koné Aboubakar. Lac de Kossou, c'est en 1971 que cette vaste retenue de barrage proche de Yamoussoukro et longue de 900 km² a été inaugurée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. 48 ans après, les pratiques de pêche inadaptées ont détruit la ressource piscicole. L'environnement dans la région du lac est lui aussi dégradé par les activités humaines. La pollution s'accroît à son tour de manière inquiétante. C'est le diagnostic de la situation actuelle du lac et de ses alentours. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir relancer les activités piscicoles, de restaurer la biodiversité au niveau du lac de Kossou pour renforcer les activités piscicoles des producteurs dans la zone. La restitution de ces résultats a le mérite de tirer la sonnette d'alarme, car l'objectif global du plan d'aménagement est de réduire les nuisances de toute nature. Le plan d'aménagement est censé durer 5 ans, avec un coût d'exécution estimé à... Le coût a été évalué, il est autour de 7,8 milliards s'il est mis en valeur. Et donc, du coup, la Côte d'Ivoire a besoin de partenaires techniques et financiers pour accompagner ce plan d'aménagement du lac de Kossou. L'aménagement du lac de Kossou devrait pouvoir permettre de développer un certain nombre d'activités économiques au niveau de la zone. Et au titre de ces activités-là, il y a des pisciculteurs déjà qui travaillent au niveau du lac. Ça va permettre de renforcer leurs activités et donc leurs revenus. Ça va créer de nouveaux emplois tout au long de la filière poisson. L'étude d'aménagement du lac de Kossou s'inscrit au niveau de la sous-composante relative aux ressources animales et halieutiques du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, de PAI Bélier, cofinancé par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 80,9 milliards de francs CFA. Avis à tous les abatteurs de belles voitures, Abidjan a désormais son salon de l'automobile. Depuis hier jeudi, la première édition a démarré à l'initiative du groupement interprofessionnel automobile, matériel et équipement. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Transports Amadou Koné. Et vous allez le voir, le public n'a pas non plus boudé son plaisir. Enfin, Abidjan a son salon de l'automobile à l'instar des grandes capitales dans le monde. Une première tout de même en Afrique de l'Ouest où la Côte d'Ivoire fait figure de locomotive avec un marché de l'automobile en pleine croissance. 5 jours durant, ce parc d'exposition géant va présenter au grand public tout type de véhicules et équipements, des berlines, des pick-up, en passant par les 4x4, les SUV et les crossovers. La grande attraction, ce sont les véhicules de luxe et de collection. À l'ouverture de cette première édition, les concessionnaires ont salué le regain de dynamisme constaté il y a de cela quelques mois dans le secteur, en raison de la réforme sur la limitation de l'âge des véhicules. L'application de ces décrets effectifs en juillet 2018 impacte positivement les chiffres de vente du GEPAM. En effet, à fin octobre de 2019, nous cumulons des ventes de 11 026,9 contre 9 347,9 de la même période en 2018, ce qui constitue une augmentation
de nos ventes d'environ 18%. Une embellie à mettre au compte des actions prises par le gouvernement en vue de renouveler le parc automobile. Toutes ces actions s'inscrivent dans une dynamique de développement du secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire. En témoigne donc l'augmentation récente des ventes de véhicules neufs d'environ 20%. C'est le lieu de rappeler aussi que le secteur de l'automobile est un secteur stratégique, car pourvoyeur de milliers d'emplois avec une contribution significative dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports, accompagné de ses collègues du commerce et des affaires maritimes, a visité plusieurs stands, dont celui de la Société des transports abidjanais, qui a exposé le premier prototype de véhicule made in Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi de présenter ce véhicule, parce que c'est un engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, il y a un an, le 3 août dernier, le Premier ministre avait lancé le démarrage de l'usine d'assemblage de véhicules dans notre centre de production à Koumassi. Et il faut dire que ce volet industriel fait partie d'un projet d'acquisition de véhicules promis par le président de la République. Pour cette première édition, plus de 2000 professionnels du secteur de l'automobile se sont mobilisés. Au menu, des rencontres B2B et B2C. 70 000 visiteurs sont attendus. Un reportage de Cheikh Koné, qui est lui-même un amateur de belles voitures. Parlons de voitures. Attention sur les routes, les fêtes de fin d'année s'annoncent, le danger aussi. Un moment qui malheureusement pourrait mettre à contribution les sapeurs-pompiers militaires. Ces derniers sont d'ailleurs dans la prévention. Ils viennent de réaliser un exercice dénommé Plan Rouge, une opération de sauvetage pour apprécier leur réactivité. On voit cela avec Abou Sanogo. Il est 9h42 ce jeudi 12 décembre, lorsqu'un minicar arrivé à hauteur du rond-point de Bassam perd tout contrôle, franchit le terre-plein central et est violemment percuté par un autocar circulant dans le sens opposé. Dans le choc, l'autocar exécute une embardée et emboutit un autre véhicule. Le bilan est lourd, 7 morts et de nombreux blessés. Alerté par des témoins via son numéro d'urgence, le 180, le GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivé sur les lieux, demande l'autorisation de la préfecture d'Abidjan pour le déclenchement du plan rouge. Tout de suite, les structures sont mobilisées. Au total, près de 200 personnes constituées de médecins du SAMU et des centres hospitaliers universitaires ainsi que des pompiers militaires sont à pied d'œuvre pour traiter les victimes. Quant à la police et à la gendarmerie nationale, elles sont chargées du confinement de la zone du drame. Une vingtaine de véhicules mobilisés pour les évacuations sanitaires. Dans le véhicule de particuliers, l'équipe de l'ambulance de secours routier procède à la désincarcération de victimes. Les minutes sont comptées. Il faut faire vite pour sauver le maximum de personnes. Ceci est un exercice. C'est important de mettre en situation pour que le jour où on a une crise, on ait automatiquement une harmonisation des réactions des différentes corps. C'est un exercice qui me permet de comprendre les réalités. Et dans la prise de décision, dans le déclenchement du plan, il y a des notions qui doivent avoir à l'esprit, pouvoir les communiquer, ou alors des questions pertinentes qui pourraient permettre d'accélérer. Parce qu'il y a question de protéger la population, de protéger les vies, mais également d'envoyer des signaux de prudence aux autres populations qui rencontreraient ces voies où il y aurait des comportements imprudents sur les routes. Cet exercice organisé par le groupement de sapeurs-pompiers militaires en conditions réelles a pour objectif d'évaluer la gestion d'une situation justifiant le déclenchement du plan rouge. Il permet de tester les procédures d'urgence et les protocoles d'intervention, de vérifier la synergie et l'étroite collaboration entre les différentes entités, de réguler la prise en charge médicale des victimes et d'harmoniser l'information à destination des populations et des médias. Le plan rouge est un protocole d'intervention pour les événements désastreux enregistrant de nombreuses victimes. Pour la seule année 2018, les statistiques ont montré une hausse de 18% en ce qui concerne les accidents de la circulation en fin d'année. En cette veille de fête, ce test d'interopérabilité des services de secours d'urgence est le bienvenu, car il permet de disposer d'un processus d'intervention éprouvé capable d'agir de façon efficace. Prudence donc sur nos routes en cette période de fête. Venons-en maintenant au séminaire international du pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles. Un séminaire organisé par Brice Kwasi, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a réuni 15 des 20 pays membres du pôle qualité interpays. Patricia Oumouetia y était pour RTI.
Le concept de développement des compétences techniques et professionnelles initié par l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, vise à promouvoir des pratiques innovantes en matière d'enseignement, de formation et de travail. C'est un travail qui a commencé, ça fait au moins plus de 2 ans, qui réunissait pas mal de pays africains. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tous les travaux qui ont été faits. Nous sommes ici pour la validation de ces travaux. Et ensuite, nous allons maintenant discuter sur la suite à donner à ce travail qui va dans le sens de développer des bonnes pratiques qui vont être partagées entre nos pays. Ces échanges ont pour but d'évaluer les acquis du travail réalisé afin de mieux évaluer le rôle des dispositifs alternatifs du continuum éducation, formation, travail. Tous ces jeunes, aujourd'hui, de 6 à 16 ans, qui doivent obligatoirement aller à l'école, nous devons faire en sorte qu'au sortir de leur formation, tous ces jeunes s'insèrent efficacement dans le tissu professionnel, dans le tissu social. Notons que la secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la République du Ghana était également présente à cette activité. Elle a encouragé les efforts du pôle dans ces activités, la valorisation des acquis du continuum éducation, formation, travail. C'est le thème qui a réuni les 15 pays membres des pôles qualité inter-État. L'objectif global du pôle de qualité interpays de l'ADEA sur l'enseignement technique et de la formation professionnelle est d'aider les ministres à mettre en œuvre des synergies entre pays pour un enseignement technique et une formation efficace en Afrique. La cité financière d'Abidjan vient d'être dotée de 2 groupes électrogènes de 850 kV chacun. La cité financière qui regroupe plusieurs directions et services financiers de l'État. Ces groupes électrogènes ont été mis en marche récemment par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État lors d'une visite de travail avec le personnel de la direction administrative et financière de son département ministériel. Moussa Sanogo en a profité pour inviter ses collaborateurs à demeurer des modèles en matière de gestion des finances publiques. C'était au micro RTI 1 de Francis Boifo. Les acteurs du secteur du riz, eux, ont fait hier le point du projet ProRil, le projet de développement du riz local, un projet de coopération technique entre la Côte d'Ivoire et le Japon dans le but de promouvoir la production et la consommation du riz local. Et selon les acteurs, le bilan est bien positif. Régis Kofi. Pendant 6 ans, des producteurs et distributeurs dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké ont été encadrés. Les résultats sont positifs. On enregistre une augmentation de 78% des activités des usiniers. La consommation a augmenté de plus de 30% dans certaines régions. L'objectif était d'atteindre 50% d'augmentation de la production dans la zone, ce qui a été largement dépassé aujourd'hui. Il y avait aussi l'objectif de la quantité de riz vendu. Là aussi, cela a été largement dépassé. Et au-delà de ces chiffres, il y a aussi, surtout, le fait que les acteurs qui ont participé au projet ont été formés et ont surtout adopté les techniques qui leur ont été enseignées. Le riz est l'aliment principal des Ivoiriens, avec une consommation estimée à 1 300 000 tonnes, soit environ 58 kg par an et par habitant. Cependant, le riz local n'est pas connu et pas assez disponible sur le marché. Je mange le riz pratiquement tous les jours. Depuis que je mange dans un restaurant, il n'y a pas un jour à trouver un riz ivoirien. C'est pour augmenter la production du riz local que la coopération japonaise JICA et le gouvernement ivoirien ont lancé en février 2014 le projet de promotion de riz local en Côte d'Ivoire, ProRil. Le but étant de renforcer la chaîne de valeur du riz afin de permettre la distribution du riz local de qualité sur le marché ivoirien en quantité suffisante, en vue d'améliorer l'autosuffisance en riz. L'État de Côte d'Ivoire accorde beaucoup d'intérêt à cette filière au point de créer un ministère dédié à la promotion de la riziculture. La phase 2 du ProRil démarre bientôt. Les acteurs envisagent pour cette étape impliquer les structures bancaires dans le financement des producteurs. Voilà 20 ans qu'est née l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire. 20 ans d'existence, un anniversaire qui se célèbre dans la ferveur avec le sentiment du travail accompli. Selon les responsables de l'Union, beaucoup a été fait, notamment la prise en compte des préoccupations des retraités dans le domaine du social par le gouvernement. Grace Kando, reportage. 20 ans qu'existe l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, UNARCI.
une organisation qui regroupe plus de 300 personnes issues du secteur privé et public et première union des retraités de Côte d'Ivoire. Avant la création de l'UNARCI, les retraités étaient payés par trimestre. Mais aujourd'hui, les retraités sont payés par mois. L'UNARCI aussi, pendant la crise, a recueilli la plupart des retraités victimes de guerre et leur a donné des vivres et non-vivres. Aujourd'hui aussi, grâce à l'UNARCI, nous avons l'ouverture des bureaux tous les jours, alors que la SEGRAE avant recevait les mardis et jeudis. Aujourd'hui, grâce à l'UNARCI, il y a une décentralisation des agences sur l'ensemble du territoire. La retraite est une nouvelle vie et non une fatalité selon l'UNARCI. Ce slogan a tout son sens. Chaque année, nous mettons un plan d'action en place et nous organisons des cérémonies. Au mois de janvier, on se retrouve pour partager, présenter des vœux à chacun de nous. Et ensuite, nous organisons une sortie détente. Nous, les retraités, sinon les personnes à la retraite, nous sommes une jeunesse. Nous sommes une force vive pour la nation. Parce que nous avons travaillé pour bâtir ce pays-là. Nous avons aujourd'hui des gens que nous avons formés qui assurent la relève. L'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire prévoit dans son programme d'action des formations relatives à la retraite. Objectif, mieux gérer sa vie après service rendu à la nation. Le Rotary Club International, lui, vient de lancer sa 37e réunion interville à Abidjan. Une réunion dont l'objectif était d'informer les Rotariens et les populations de la tenue de la 37e édition dans la ville d'Assini en février 2020. Les précisions de Christ Diomandé et Didier Nguesson. Tenue Carnavalex pour annoncer les couleurs de la 37e réunion interville du Rotary Club International à Assini en 2020. Cette réunion sera axée sur des échanges B2B entre Rotariens et partenaires, des débats, la découverte des sites touristiques et la mise en place des stratégies de développement de la ville d'Assini. Les intervilles, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion de tous les Rotary Clubs de Côte d'Ivoire pour fixer nos objectifs, pour fixer les objectifs des clubs, savoir comment est-ce que nous devons aider les communautés les plus démunies. Nous allons parler du cancer du sein. L'État va nous parler de sa vision au niveau de la gestion des malades, de la prise en charge des malades du cancer du sein. Ensuite, nous Rotary Club, nous verrons comment est-ce que nous pouvons aider l'État à aider les personnes qui ont le plus besoin. Occasion pour les Rotariens de s'imprégner des réalités de cette ville. C'est la Côte d'Ivoire qui a eu l'initiative au niveau de tous les Rotariens de notre district de créer ce qu'on appelle les intervilles. Cela veut dire que tous les Rotariens de Côte d'Ivoire se réunissent et discutent de leurs différents problèmes pour pouvoir s'en occuper d'une façon plus spécifique. Nous sommes à la disposition de la population, nous sommes pour servir, pour la santé et le bien-être de toutes nos populations. La 37e réunion des Rotariens se tiendra du 21 au 23 février 2020. Plus de 3000 participants sont attendus. Récemment, au Niger, une délégation de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, a participé au sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement humain en Afrique. Une fois de retour en Côte d'Ivoire, la Fédération a réuni les journalistes pour leur annoncer son intention d'organiser ce même sommet ici en Côte d'Ivoire. Et ce sont Lydie Sadia et Sidonie Davila qui y étaient pour le compte de RTI. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, FPU-C, souhaite, à l'instar des pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Niger, organiser le sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement humain en Afrique. Un sommet qui réunit les pays membres de la Fédération pour la paix universelle, FPU, afin de mener des réflexions sur la consolidation de la paix. Pour atteindre son but, la FPU-C sollicite le soutien et l'aide du gouvernement. Quand nous regardons notre climat politique, nous pensons que la FPU pourrait aider à rassembler sur un même plateau tous nos politiciens pour chanter ensemble l'hymne de la paix. Voilà pourquoi nous souhaitons qu'un tel rassemblement puisse avoir lieu. Si nous sommes rassemblés,
Si des chefs d'État, anciens comme en fonction, arrivent dans notre nation pour participer avec nous à un tel sommet, c'est certain qu'ils rencontreront le chef de l'État, c'est certain qu'ils rencontreront des membres de l'opposition et cela peut apporter l'espoir et la paix dans notre nation. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, a participé du 28 au 30 novembre au dernier sommet continental sur la paix, la sécurité et le développement humain qui a eu lieu au Niger. La délégation ivoirienne a contribué aux échanges sur des questions liées à la paix durable, à la cohésion sociale et à la réconciliation. La Saint-Nicolas est une fête pendant laquelle l'on récompense les bons comportements des enfants. C'est une tradition vivace dans plusieurs pays européens. Cette semaine, la résidence de l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire a abrité la célébration en présence de nos reporters Christ Diomandé et Abou Sanogo. Un hélicoptère se pose dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. À son bord, le père Nicolas, venu célébrer la fête de Saint-Nicolas avec les enfants belges et ivoiriens. La Saint-Nicolas est une fête inspirée d'une personne ayant réellement vécu, Nicolas Mir, personnage populaire et vénéré de l'église orthodoxe. Célébrée le 6 décembre de chaque année, la fête de Saint-Nicolas est consacrée spécialement aux enfants. En général, ce qui se passe à la fête de Saint-Nicolas, c'est que les enfants chantent des chansons, les chansons de Saint-Nicolas, en français et en néerlandais. Pour nous, il est très important que quand nous fêtons Saint-Nicolas, pour les enfants belges qui évidemment connaissent la tradition de Saint-Nicolas, d'aussi impliquer des enfants qui n'ont pas la chance de recevoir tous les ans des cadeaux et qui peuvent de cette manière-là participer à la fête comme tous les autres enfants. Si la tradition diffère selon les régions, un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou friandises aux enfants. Pour les parents, cette fête est commémorée en Côte d'Ivoire, renforce les liens d'amitié entre les deux pays. Les familles présentes en Côte d'Ivoire et l'État belge, ça les rapproche de leur pays, ça les laisse en contact avec leur pays. Je crois qu'il n'y a pas eu que les enfants belges qui ont eu des cadeaux, il y a eu aussi d'autres enfants et ça je trouve ça très bien, c'est bien pour l'image de la Belgique et de l'amitié ivoiro-belge. La Saint-Nicolas est célébrée chaque année dans plusieurs pays du monde entier, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Russie. Reportage signé Christ Diomandé et Abou Sanogo. La journée de la paix a été célébrée il y a plusieurs semaines déjà. À cette occasion-là, l'église Ariste d'Akwedo Village a tenu un culte d'action de grâce pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en était le parrain. Son représentant a exhorté les fidèles à prêcher la paix et prôner le vivre ensemble. Frédéric Oulaye, Mahama Traoré. Les genoux fléchis devant l'autel, les fidèles chrétiens de l'église Ariste d'Akwedo Village commémorent la journée nationale de la paix à travers un culte d'action de grâce. Des prières d'invocation, de supplication et de bénédiction en faveur de la Côte d'Ivoire. Le prédicateur supérieur de l'église Ariste d'Akwedo Village a invité les Ivoiriens à cultiver l'amour et la tolérance. Le Christ nous a dit qu'il nous laisse la paix, qu'il nous donne la paix. Il ne nous donne pas comme le monde le donne, mais il donne cette paix que Dieu donne, la paix de cœur, la paix qui libère. C'est pourquoi nous avons choisi cette journée-là pour célébrer Dieu, pour célébrer la paix et pour dire aux Ivoiriens de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance à notre Dieu. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par son conseiller Djama Antoine, a fait des dons en numéraire. Il a exhorté les fidèles à demeurer dans la prière pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le peuple Achan a initié cette messe d'action de grâce pour lancer l'appel à tous nos parents Achan de 63 villages pour ramener la paix. Garant des us et coutumes, les chefs et doyens de la communauté Achan des villages ébriés s'engagent à pérenniser l'œuvre de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Processions, louanges ont été les temps forts de cette cérémonie. Des prières ont été faites pour l'unité entre les fils et les filles Achan. Je vous le disais en titre, en Algérie, selon l'autorité de régulation des élections, Abdelmajid Tebboune a été élu président dès le premier tour avec 58,15% des voix.
Le scrutin de ce jeudi 12 décembre a été marqué par une abstention record. Abdelmajid Tebboune succédera donc au président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 74 ans. C'est un haut fonctionnaire de carrière, plusieurs fois préfet et ministre. Il a été nommé Premier ministre de l'ex-président en 2017, un poste qu'il a occupé tout juste 3 mois avant d'être remercié après avoir tenu des propos sur la corruption. Au Royaume-Uni, les conservateurs, eux aussi, remportent le scrutin haut la main cette fois et raflent une majorité plus vue depuis Margaret Thatcher, ce qui va permettre à son leader Boris Johnson de réaliser le Brexit fin janvier comme promis. Le processus de sortie de l'Union européenne doit redémarrer dès la semaine prochaine. Voilà le principal message du Premier ministre britannique. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. À 20h, vous serez entre de bonnes mains, celle de Marie-Laure Ngoran. Moi, je reviens demain à 13h.